Il voulait sauver sa mère. Et c'est exactement ce qu'il a fait, en devenant l'un des plus grands stratèges d'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un roi né sur un trône, mais d'un fils prêt à se vendre en esclavage, pour que sa mère respire encore. Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter bien avant les fusils, les traités et les trahisons. Remonter là où tout a commencé, dans un village oublié, et un rêve trop grand pour rester discret. Mignambaladougou, un nom qu'on oublie, mais qui a vu naître une légende. Là vivait Lafia Touré, tisserand Dioula, modeste, effacé, qui échangeait des bandes de tissu contre du mil et du sel. Il était marié à Sokona Kamara, femme du prestigieux clan des Kamara, gardienne de tradition et d'un sang noble. Une nuit, Lafia se réveille en sursaut. Il a rêvé d'un serpent immense, s'échappant de ses reins et montant jusqu'au ciel. Il consulte un devin, et la sentence tombe. Un de tes descendants régnera sur de vastes terres. Mais pour que ce destin s'accomplisse, il faudra offrir un bélier blanc, 7 coqs, 7 plats de riz, et garder le silence. Mais comment garder le silence dans une Afrique d'honneur et de lignée? Quand la prophétie arrive aux oreilles des chefs Kamara, les Diomandés, ils voient cette promesse comme une menace, un déséquilibre, une tempête à venir. Ils refusent le sacrifice. Et dès ce jour, l'enfant à naître devient un problème, avant même de respirer. Et pourtant, l'enfant naît, une tache blanche sur la main gauche. Les anciens se figent, le serpent du rêve a laissé une marque. Il s'appellera Samori. Sa mère, Sokona, sent le danger. Elle sait qu'il est visé. Elle sait que des regards veulent l'éteindre avant qu'il ne brille. Alors elle prend son fils et quitte Mignambaladougou. Destination Sanankoro, terre plus stable, plus discrète. Là, Samori grandit. Et très tôt, il comprend une chose. Le monde ne pardonne pas l'exception. C'est un enfant silencieux, plus observateur que bavard. Il traîne sur les marchés, écoute les palabres des anciens, regarde les marchands négocier des alliances. Il apprend le commerce, mais surtout, il apprend les hommes. Il sait que la force brute n'a pas d'avenir. Il regarde les tensions entre villages, les conflits entre lignées, les routes dangereuses qu'empruntent les caravanes. Et il comprend que pour survivre, il faut d'abord lire le terrain avant de le prendre. Mais le destin, lui, ne lit rien. Il frappe. Vers 1853, Samori a une vingtaine d'années. Un matin, le vent change. Un raid, une embuscade. Le clan des Cissé attaque. Il capture sa mère. Il l'enchaîne, l'emmène, et lui laisse une seule option. Payer une rançon impossible. Cet esclave, cette mesure d'or. Samori n'a ni l'un, ni l'autre. Mais il a ce que peu possède, le courage de se livrer à ses ennemis. Alors il part, marche droit vers ceux qui ont pris sa mère, et leur dit « Prenez-moi, gardez-moi, mais promettez-moi qu'un jour, je reviendrai la chercher. » Et ils acceptent, parce qu'ils n'ont pas compris, qu'il venait de faire entrer dans leur camp, leur pire futur cauchemar. 7 ans, 7 mois et 7 jours, c'est le temps qu'il passe chez ses ennemis, mais ce n'est pas du temps perdu. C'est une école, l'école de la guerre. Il apprend à manier les armes à feu, à diriger des hommes, à gérer des campagnes militaires. Il se convertit à l'islam malikite. Il étudie le Coran. Il comprend que la foi peut rallier, donner une cause, une armée et un trône. Et le jour venu, il rachète sa mère. Mais il ne revient pas seul. Il revient avec un plan. Libérer tous ceux qui vivent ce qu'il a vécu. 1861. Village de Diala. Une guerre éclate. Samori reçoit 50 hommes. En face, 1600 guerriers Cissé. Les anciens disent que cette bataille-là, c'était sa tombe. Ils avaient tort. Ce fut son couronnement. Il gagne. Les tambours résonnent. Son nom traverse les rivières. Des jeunes accourent de partout. Ils veulent le suivre, le servir, combattre pour lui. Alors Samori structure. Il crée les sofas. Une armée permanente, organisée, disciplinée. Il installe des forgerons, fabrique ses propres armes, fonde des ateliers de munitions, déploie la cavalerie. Il bat les Cissé, prend les mines d'or de Bourré, puis la ville de Kankan, cœur commercial du Baté. En 1878, il devient Fahama roi. En 1884, il devient Almami autorité religieuse. Il dirige un empire qui s'étend sur 4 pays, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Mais chaque empire attire ses prédateurs. Et bientôt, les Français arrivent. 1882. Les premiers affrontements. En 1883, son frère Kémé inflige une défaite mémorable aux troupes françaises. Mais Samori sait. Les canons finiront par gagner. Alors il joue double. Il signe des traités.
gagne du temps, envoie son fils Djaoulé, Karamoko à Paris, tente d'allier les Anglais, mais l'Europe coloniale ne pactise pas avec la résistance. Et pendant ce temps, l'intérieur s'effrite. Certains peuples refusent l'islam. Les impôts révoltent. Les colonisateurs en profitent. En 1891, Kankan tombe. En 1892, sa capitale, Bissandougou, est prise. Mais Samori refuse de mourir là. Il brûle ses propres terres, détruit les réserves, déboussole l'ennemi. Il migre, rebâtit l'empire plus à l'est, à Dabakala, puis à Kong. Mais les forces s'amenuisent. L'étau se resserre. 1898. Les Français prennent Sikasso. Ils se libèrent pour traquer Samori. Le 29 septembre, un Sofa trahit. Les Français encerclent Guélémou. Samori est là, assis, le Coran dans une main. Il demande qu'on le tue. On refuse. Destination, Ndjolé, au Gabon. Une île, une prison. La guillotine sèche. Le 2 juin 1900, Samori Touré meurt, de maladie, mais jamais de soumission. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'un fils peut devenir roi, à force de loyauté, qu'on peut bâtir un empire, sans couronne, sans palais, mais avec des convictions solides comme la pierre, et qu'un rêve de serpent peut faire trembler toute une colonie. Moi, je ne fais que raconter l'histoire. À toi de choisir ce que tu veux retenir.